Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir mon tout premier pilote, Eric Brunson, champion de France D2 et vice-champion de France des rallyes. Merci de m'avoir accepté aujourd'hui. Bonjour Kylian, bonjour tout le monde. Comment ça va Très bien, très bien. On est au Touquet, donc avec ce beau soleil? beau soleil, donc c'est chouette, c'est chouette. Alors, première question assez basique. Raconte-nous tes premiers souvenirs en rallye, sachant que tu n'as aucune expérience en compétition auparavant. Comment ça s'est fait Alors moi, ma passion pour le rallye est venue très jeune, à l'âge de 7-8 ans, et c'est vraiment un sport qui m'a attiré très vite. Donc moi, je suis né en 74, donc dans les débuts des années 80, le rallye de la Côte Fleurie, donc un rallye qui me tient à cœur, puisque c'est le rallye emblématique des Normands, Mm. pilote rallye mythique. Les spéciales passaient devant la maison de mes parents et de mes grands-parents. Donc en fait, quand je rentrais le soir après l'école, il y avait les voitures de course, puisque c'était les voitures de course qui passaient en reconnaissance Mhm. jusqu'à tard le soir. Donc avec mon père, on se dépêchait avant d'aller se coucher, d'aller voir un peu les voitures passer. Et une fois couché, des fois j'entendais les voitures de course passer à minuit, 1 heure du matin, assez vite d'ailleurs. Mm. Mais à l'époque où il y avait beaucoup moins de circulation, etc., ça se passait bien. Et du coup, d'avoir ces bruits, et souvent je me relevais pour regarder à travers le carreau les rampes de phare qui passaient au loin. Et ça m'a vraiment passionné très jeune. Mon père a fait 2 rallyes en 82 et 83, pardon, de rallye de la Côte Fleurie sur une Alpine A310 et après sur une Porsche 911 SC en 83. J'ai vécu de l'intérieur de la course, j'ai vécu les reconnaissances qui duraient 15 jours, 3 semaines. Avec les yeux d'un enfant passionné, c'était extraordinaire, c'était un grand moment. Donc c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la course auto et principalement le rallye d'ailleurs, puisque après je n'ai pas fait de karting, j'ai pas eu un cursus voilà, d'apprentissage du karting. J'ai commencé bien plus tard d'ailleurs, à l'âge de 24 ans, mon premier rallye. Mhm. Voilà, donc il y a eu une longue pause. J'étais passionné, mais j'allais plutôt en spectateur voir les rallyes. Euh, et voilà, mais j'avais toujours cette petite étincelle, cette petite lueur au fond de moi qui me disait, mais il faudra que je fasse du rallye un jour parce que j'avais la fibre du pilotage, j'adorais. Et voilà, et ça a pu se faire à l'âge de 24 ans, voilà, le premier rallye et qui avec mon père. Mm. Et du coup, comment ça s'est passé ce déclic de dire tiens, je vais passer au volant après avoir été spectateur? Est-ce qu'il y a eu un modèle ou quelque chose qui t'a poussé à passer au volant? Alors j'ai eu des pilotes normands dans ma région qui m'ont vraiment, j'étais passionné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je découpais les coupures de presse, je me faisais des cahiers, un peu comme un journaliste. Je découpais et je faisais des commentaires. D'ailleurs, je lisais toujours les cahiers et je faisais des petits commentaires avec des pilotes qui me marquaient, etc. Je donnais mes impressions. Telle course ils ont été bons, telle course il y a eu des problèmes, etc. Et j'ai toujours ça. Chez moi quelque part dans un placard, et donc il y a des pilotes comme Jean-Michel Guégan qui est un pilote emblématique chez nous à Côte-Fleurie, qui a amené beaucoup de monde de cette génération à s'intéresser au rallye, à venir au rallye. Lui roulait beaucoup sur Porsche 911 SC, R5 Turbo. Donc c'est des gens qui nous ont vraiment marqué. Il y a toute une génération de pilotes normands qui sont venus grâce à lui. Mhm. Des pilotes comme Michel Nourri, Pascal Thomas, enfin, et encore d'autres, j'oublie le nom, mais qui m'ont vraiment amené à me passionner pour le pilotage, à suivre ce qu'il faisait. Et puis le déclic, c'est que en 94, Jean-Michel Guégan avait loué une Ford Sierra Groupe N et, euh, et mon père l'avait sponsorisé pour le rallye La Côte-Fleurie. Et en cadeau, j'ai eu le droit de faire une spéciale d'essai, Mhm. mais la vraie spéciale du rallye, mais en reconnaissance. Comme à l'époque, on faisait encore les reconnaissances Avec la voiture de avec la voiture de course. course. Et donc à droite, dans cette Sierra-là, j'ai fait la spéciale de Villers-sur-Mer, donc qui est vraiment chez moi. Et j'ai fait toute la spéciale avec lui. Et c'était même incroyable parce que je me souviens, il y avait des spectateurs, beaucoup de spectateurs au bord de la route. Alors il y avait une semaine avant la course, un samedi soir. Il y avait et on roulait de nuit avec la rampe de phare. Enfin, et là, je me suis dit, ah, je le voyais faire, etc. Je me dis, mais
ah non, mais il faut vraiment que j'en fasse, quoi. Donc, ça a mis encore un petit peu de temps, parce que ce n'est qu'en 98 que j'ai fait mon premier rallye, mais voilà, j'ai trouvé. Mon père m'avait dit non, tu fais tes études de droit parce que j'étais à la fac. Ah oui. Tu fais des études de droit, tu passes au moins ta licence et après on louera une voiture éventuellement. Donc il fallait que je travaille. Mhm. Donc je travaillais, voilà, j'ai essayé d'être sérieux pour avoir mon cursus universitaire et après j'ai pu lancer dans le rallye en 98. D'accord. Du coup, on arrive en 98, donc Mm. tu prends part à ton premier rallye. Comment tu l'as vécu ce premier départ quand tu as commencé à voir le décompte sous tes yeux et que tu t'es dit, allez, on y va? Ah bah, là, c'était un saut dans l'inconnu parce que de l'intérieur, c'était pas évident à appréhender. Alors mon papa m'a dit, le premier rallye, on le fera ensemble. On a loué une Peugeot 106 N2 et déjà, j'avais pas essayé la voiture. Je l'ai essayé juste c'était à Pont-Audemer en Normandie, sur un petit rallye régional qui s'appelle le rallye de la Rille. Et la voiture est arrivée sur un plateau et j'ai fait juste un aller-retour en ville pour voir un peu comment ça marchait, comment on passait les vitesses, comment freiner. Et ça s'est résumé à ça. Donc quand je me suis aligné sur la première ligne de départ, c'était vraiment, on ne sait pas vers quoi on partait. Et pour la petite anecdote, on avait fait très fort. Mon père avait pris des fiches Bristol pour marquer les notes Ah oui, avec des petits carreaux. ça doit être sympa pour Bah, lire. j'ai eu une note. C'est-à-dire que passer le premier virage avec les vibrations, il m'a dit Eric, je suis paumé, je suis perdu. Donc et pourtant on n'était pas, on avait mon père avait déjà fait 2 rallyes même s'il était pilote. Et je sais pas, il a vu cette idée de prendre des petites fiches. Il dit ça va être plus simple que il avait peur avec les cahiers Mhm. traditionnels. Et en fait c'était une grave erreur et donc j'ai pas eu de note. Plus ça vibrait tellement. Donc toutes les spéciales, enfin, en tout cas même déjà la première, il a mon copilote regardé la route. D'ailleurs, à la fin du rallye, comme c'était mon premier, on a acheté toutes les photos possibles du rallye. Il y avait des photographes et mon copilote, ben il regarde la Les yeux route tout le droits. temps. Et puis à l'arrivée de la première spéciale, il m'a dit t'es un fou parce que en fait je roulais sans note. Première expérience, t'es un fou, faut que tu te trouves un entre guillemets t'es un fou, faudra que tu te trouves un copilote parce que je vais pas pouvoir continuer. Donc on a quand même fini le rallye, j'avais fini 60e, il y avait 120 voitures je crois au départ, quelque chose comme ça, j'avais fini 60e. Sans note, c'est bien déjà, hein. Ouais, sans note, rallye sans note. Pour une première expérience, on n'avait pas fait de faute, mais un réel plaisir, c'était extraordinaire. Et voilà, donc après, il faut que je trouve, j'ai fait un rallye 15 jours après, il faut que je trouve un copilote voilà, plus Mm. expérimenté, qui avait l'habitude. Et puis après, mon préparateur qui s'appelait Jean Brasseur, JB Rally Service, la structure n'existe plus aujourd'hui, mais qui préparait des Peugeot 106 pour la coupe. Donc c'était lui que j'avais pris en fait. En fait, c'est dans une annonce sur Contour, il y avait ça devait être Contour, je pense à l'époque. Il y avait la petite annonce, j'avais appelé ce Peugeot 106 à louer. Et pour la petite anecdote, lors du premier rallye, donc quand je l'appelle, il me dit mais t'as quoi comme expérience? Je dis aucune, Rien. même pas de karting, rien. J'ai fait du foot, beaucoup de foot, du tennis, voilà, ça se résume à ça. Je suis assez sportif, mais ah ouais là ça va être donc il a dû réfléchir 24 ou 48 heures. Il m'a rappelé, il m'a dit allez on y va. Et donc comme ça s'était plutôt bien passé sur mes 2 premières courses, à l'issue de la deuxième, qui était un petit rallye régional en Normandie encore, il me dit oh, ça a l'air d'être plutôt pas mal, tu arrives bien et tout. Et si tu faisais la coupe Peugeot? Je dis la coupe Peugeot, ça me paraissait une montagne. Enfin je veux dire j'ai aucune expérience, j'ai fait 2 petits régionaux, voilà, et me voilà parti en coupe Peugeot. On a dit banco, on y va. Et donc c'était la grande aventure Peugeot qui commençait pour moi parce que ça a duré 3 ans, 4 ans pardon. Donc c'était le début d'une grande aventure parce que la coupe Peugeot en fait elle m'a beaucoup appris. C'est 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 des souvenirs extraordinaires. Moi qui arrivais avec les yeux de novice, et j'ai côtoyé des pilotes de grande renommée, des grands pilotes, et c'était beaucoup. J'ai appris beaucoup, et avec beaucoup d'humilité. Voilà, et j'ai gardé des contacts avec beaucoup de pilotes qui sont restés connus dans l'histoire du rallye français, quoi. Donc voilà. Donc l'aventure, elle part de ça, et on se retrouve plus de 20 ans après ici. C'est ça. Au même endroit parce que. Ouais, presque au même endroit. En coupe Peugeot, de mémoire, il n'y avait pas le rallye du Touquet. D'accord. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait le rallye du Touquet
Coupe Peugeot. Puis il y a eu une période où c'était plus en fin d'année qu'en début d'année aussi. Ouais, ah bah j'ai fait le Touquet, moi effectivement, le rallye Touquet, je l'ai fait souvent peut-être octobre ou Mm, novembre, mm, dans des conditions souvent terrain complètement pourri, mm. beaucoup de terre, boue. Donc voilà. Après, il a basculé en début d'année sur la première mois du championnat. C'est Je ça. sais plus précisément quelle année, Il n'y mais a pas très très longtemps, hein, pas si finalement. longtemps que ça. Mm. Donc voilà, donc c'est aussi symbolique d'être au Touquet aussi aujourd'hui. Tout à fait, ouais, c'était le clin d'œil, Petit faire clin une d'œil, pierre deux tout coups. à fait, tout à fait. Et du coup, premier départ avec ton papa, comment c'était dans la voiture parce que c'est pas un copilote finalement ou ça peut être un ami. Des fois, il y en a Ouais. beaucoup qui commencent avec des amis. Toi, c'est ton père. C'était stressant. C'était comment de peut-être aussi un peu de retenue de pas le. Bah forcément, quand on a son papa, du tout, surtout que quand il m'a copiloté, bon, il m'a copiloté le premier rallye, mais c'était bref. Mm. Et après, on a fait une saison complète ensemble en 2003 en championnat de France. Moi, j'avais une Fiat Punto Kit-Car, et donc c'est aussi une voiture qui était assez fatigante. Hein. Mm. La Kit-Car, c'est pas de C'est tourpeau. usant. Et Ouais. lui, il avait déjà 56 ans, donc c'est pas évident d'aller. On a fait quand même des grandes épreuves en France avec la Fiat, et on a eu beaucoup de péripéties parce que malheureusement la Fiat n'était pas très fiable. Mm. On a eu beaucoup de pépins, mais voilà, d'avoir son père, oui, effectivement, il y a d'autres pilotes en France. Je pense à Pierre Rocher que je côtoie bien, que j'ai bien côtoyé pendant des années, qui a sa maman aussi, Martine. Martine, à ses côtés depuis des années. Bon, il y a quelques équipages comme ça où c'est la famille. Il y a les couples, bien évidemment, Mm. mais d'avoir le papa ou la maman à côté, c'est vrai que ça peut apporter certaine appréhension. Mais encore une fois, quand on est dans la voiture de course, on oublie tout ça. Il y a pas, quand on a mis le casque et qu'on part et qu'on a tellement une concentration telle que ce genre de détails, on On les l'oublie. oublie. On y pense après coup ou avant, mais voilà. Mais bon, moi ça s'était bien passé avec mon père, si ce n'est qu'après, à la fin de l'année, il a dit là, je suis vraiment, là, ça me fatigue trop, c'est trop fatigant, voilà. Mais il voulait revivre l'expérience parce que comme il avait vécu le premier année où ça s'était pas bien passé, et, pour lui en tout cas, il a dit au moins j'aurais fait une saison et c'était chouette quoi. C'était chouette de vivre ça avec son papa, Mm. qui est passionné, qui est autant, voire peut-être même plus, parce que lui, encore aujourd'hui, il est ultra passionné. Il s'occupe un peu de toute ma logistique, voilà, faire le lien avec mon préparateur, etc. Donc il me soulage beaucoup, mais avant tout, c'est quelqu'un de passionné. Mais Et il c'est aime hyper bien important. organiser. Il aime Mm. bien organiser les choses. Voilà, donc Un bon chef d'orchestre. un chef d'orchestre, voilà. On a besoin. C'est un sport où faut avoir une équipe autour de soi. On peut pas s'improviser tout seul. On n'a pas. Déjà, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Et puis, faut être entouré de gens passionnés. Souvent des gens bah, qui font ça de façon bénévole, mais de toute façon, c'est une histoire de passionnés avant tout. Mm. Mm. Tu peux pas être pilote si t'es pas passionné. Ah non, C'est non, obligatoire. les pilotes sont passionnés, tous les gens qui sont autour de nous sont passionnés, on a des professionnels, tout ce qui est mécanicien, comment dire, toute la partie ingénierie, Mm. ingénieur, etc. Mm. C'est des gens qui sont rémunérés, mais et avant tout, c'est des gens passionnés parce qu'ils passent un temps fou à attendre. En fait, c'est un sport où on attend beaucoup à l'assistance. Mm. Quand on part dans des boucles spéciales, eux, ils attendent à l'assistance, souvent dans le froid, sous l'eau, dans la boue. Il faut être vraiment passionné pour aimer ce sport-là. Totalement, ouais. Et donc c'est une histoire de passionné. C'est aussi ça qui m'a beaucoup plu c'est une aventure humaine. C'est Mm. ça qui m'a toujours plu dans ce sport. Et je m'en lasse pas parce que donc ça fait depuis 98 que je fais du rallye et je suis toujours autant passionné. Par aussi cet aspect aventure humaine. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie extraordinaires, il y a des déceptions incroyables. On frôle souvent avec les limites. On joue avec les limites. C'est tout un mélange d'émotions, etc. À vivre. Quelqu'un qui a jamais vécu ça, il peut pas comprendre. Non. Et, je vois qu'il y a des gens comme Eric Maufray, Patrick Rouillard qui roule encore avec une Rallye 2. Mm. C'est des passionnés. C'est des gens, ils ont ça dans leur ADN, quoi. Et c'est beau, quoi. Mm. C'est beau. Et si je peux aussi rouler, je pense aussi à des gens comme José Barbara qui a roulé Pendant des jusqu'à années. des années. Ça, c'est un peu des exemples. Chez nous, il y a Hervé Knapik, par Mm. exemple,
si quand vous parlez avec lui, vous sentez rien que dans ses yeux, dans sa façon de vous parler, que c'est en lui, c'est la passion, c'est Puis, l'aventure. bien sûr, puis c'est même pas que le rallye. Barbara et Knapik, ils ont fait le Trophée Andros, ils ont fait du Ah ouais. rallycross, des courses de En côte, fait, mais c'est la passion qui les guide, quoi. tout à fait, De toute façon, vu tout ce qu'ils ont fait, tout ce que ça leur a coûté, effectivement, il faut être passionné. Il y a aussi mm, l'aspect financier où c'est tellement onéreux comme sport qu'il faut être passionné. Sinon, si ce serait incroyable. Donc, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on parle entre passionnés. Et voilà, c'est un sport qui mérite d'être connu. Bon, on a des ambassadeurs comme Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et d'autres qui ont amené cette discipline sur le devant de la scène. Mais c'est mérité et c'est un sport où on ment pas, quoi. On ment pas aux gens, quoi. ça se voit tout de suite. Voilà, c'est instantané, ça se voit tout de suite non, non, c'est top. Et du coup, bah, je rebondis un petit peu sur ton premier rallye, tes premiers rallyes avec la 106. L'année d'après, tu pars directement avec une petite carte. Déjà, la, le transfert est assez énorme en termes de mécanique, en termes de pilotage. Tu as eu énormément de voitures différentes et variées dans ta carrière. Comment tu as géré un petit peu ce passage de la 106 à la Kit Car, à la Super 1600, à la WRC, la R5? Parce que les voitures, elles évoluent tellement vite aujourd'hui que les pilotes, ils doivent aussi s'adapter rapidement, parfois trop rapidement, et des fois, ça peut briser des carrières. Mm. Toi, tu es, je pense, un parfait exemple en France, tellement tu as eu des voitures différentes. Comment tu t'es adapté en fonction de tous ces changements? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, c'est vrai, rapidement. La coupe Peugeot, j'ai pas grillé les étapes non plus. C'était tellement formateur. J'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout de mon process avec la coupe 106, mon process d'évolution, Mm. parce que au niveau pilotage, je débutais. Hein, j'étais pas très bon la première année. Après, je suis monté vraiment crescendo. J'écoutais les conseils de Nicolas Bernardi, Brice Tirabassi, Alexandre Binguet qui était avec nous. J'écoutais, en tout cas j'écoutais, j'ai essayé de prendre des notes, c'est le cas de le dire, et de monter en puissance. Donc j'ai réussi à monter en puissance. Après les résultats sont venus, meilleurs résultats. Après je suis passé à la 106 Groupe A, toujours dans le cadre c'était le volant 206 WRC, ça s'appelait, volant Peugeot. C'était un truc assez extraordinaire, même au niveau de l'organisation, j'ai des super souvenirs. Et ça m'a vraiment, là j'ai vraiment commencé à avoir un déclic avec la Groupe A en termes de pilotage par rapport à la N2. Mm. Et après, je suis passé à la Saxo Kikar. Là, c'était un basculement aussi. On avait loué la Saxo Kikar à La Rochelle en 2001 à PH Sport et on termine troisième du rallye. On avait battu Jackie Debord, le regretté Jackie Debord, qui était une référence amateur en Saxo Kikar dans ces années-là. Il était quasiment imbattable. On avait réussi à le battre. D'ailleurs, c'était lié à un peu d'amitié à la suite de ce rallye. On l'avait battu chez lui à La Rochelle. Donc, passer à la Saxo Kikar, c'était une voiture extraordinaire. Et après, forcément, votre pilotage, il progresse. Vous prenez plus de vitesse, plus de risques, etc. Et c'était logique. Après, on est passé à la Fiat Punto Kit-Car. C'était pas forcément un bon choix parce que c'était une voiture extraordinaire, avec un châssis extraordinaire, un moteur Sensibilité. d'une sensibilité et d'une non-fiabilité catastrophique. C'est un bel échec quand même parce que c'était une auto incroyable au niveau châssis Il y par avait un rapport au potentiel. potentiel. Et on a essuyé les plâtres de la voiture. Et après, quand je suis passé à l'Escort Groupa, là, ça a été un peu une révélation parce que l'Escort Groupa, c'était une auto pas facile à emmener, Mm. une auto qui avait un train avant très très sous-vireuse. L'avant, quand on rentrait vite dans une courbe, on avait l'avant qui rentrait, mais il fallait éviter trop le sous-virage, donc fallait la placer souvent. Donc là, j'ai appris à freiner pied gauche. Donc c'était vraiment un déclic comme un déclic pour apprendre à placer l'escorte au pied gauche en courbe. Donc ça m'a appris pas mal de choses. Parallèlement à l'escorte Cosworth Groupa, j'ai fait de la Clio Cup en formule de promotion en 2004. Et ça a été une aventure aussi parce qu'en fait, je passais de la Clio en pneu de série à Deux l'Escort roues et une Cosworth quatre Groupa, roues. qui était une voiture usine. Et donc, quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, je basculais d'une à l'autre.
Ça aussi, ça c'est formateur. Bon, de repasser de l'escorte à la Clio, les premiers virages, ça calmait un peu. On va se sortir à chaque virage. Par contre, de passer de la Clio à l'escorte, je me dis, alors là, je suis le roi du monde. Mais c'était extraordinaire, mais c'était formateur aussi. Et après, bon, je suis resté quand même quelques années avec l'escorte Cosworth Groupa parce que c'était sacrées autos. Et là, on avait l'impression d'être une vraie voiture de course, quelque chose d'assez monstrueux. Et puis après, j'ai eu une Mitsubishi Evo 9 Groupa. Pareil, manque de fiabilité. L'Evo 9 Groupen était une auto très fiable. Et en Groupa, il y a eu des années avec beaucoup de préparateurs se sont improvisés à faire des Evo 9 Groupa qui sur le papier étaient monstrueuses, mais malheureusement elles étaient monstrueuses un certain temps, mais on cassait des trans, moi j'ai même cassé le moteur. Donc, et je suis passé là, on a dit on passe le step et on a acheté la Subaru WRC ex-Solberg, la S8, il y avait les optiques ronds, et là ça a été là on passe dans une autre dimension Star Wars, quoi. Dans un jeu vidéo, quand vous êtes assis au milieu de la voiture, reculé, très bas, le volant en colonne de direction très longue, allongé dans l'auto, et là vous dites, wow, là, ça soit dedans, on dit là, c'est la 4e dimension, quoi. C'est palette au volant, c'était extraordinaire. Et après, bon, bah après on apprend. C'est des autos compliquées, c'est des autos de championnat du monde, donc les autos qu'on roule en championnat du monde. Après, c'est des équipes amateurs qui récupèrent ce type d'auto. C'est pas évident, hein, Faut ça savoir les s'improvise exploiter. pas. Donc on faisait pas mal d'essais, mais c'était assez fin. Faut savoir l'exploiter. Et le problème de ces autos-là qui venaient du mondial, c'est qu'aussi elles étaient pas neuves. Donc on avait aussi des manques de fiabilité, des choses qui survenaient. La suite, en l'occurrence, la boîte de vitesse avec les palettes au volant, c'était encore un peu récent, donc ça fonctionnait pas bien. On avait même la boîte de secours avec une boîte avec juste un axe où on avançait comme ça, mais c'était archaïque. C'était archaïque. Je m'en suis servi, je me suis enlevé en charbon un rallye. J'avais fait 2e en 2008, mais j'ai fini sans les palettes. Mais je sais pas comment j'ai fait pour allier l'arrivée. C'était un tank la voiture. Mais donc c'était un peu archaïque, mais c'était rien que s'asseoir dedans, la beauté de la voiture, tout le carbone, c'était vraiment incroyable ces autos-là. Ça me faisait rêver et voilà, de piloter ça, c'était génial. Puis après, bon, j'ai eu la chance de passer la Subaru WRC S12B là qu'on était allé chercher chez ProDrive, qui était neuve. En tout cas, était refaite à neuf. Et là, c'était un monstre. C'était le monstre en termes de puissance, d'axel, de départ. Je me souviens que mon copilote, la première fois, Cédric Mondon, quand on est parti, on a essayé la voiture à Mazamet, chez euh, Claude Berfa, qui organise des séances d'essai à Mazamet. On était descendu dans le Tarn. Et là, premier départ avec la stratégie, il m'a dit, mais j'ai comme un trou noir. On n'était pas habitué d'avoir une si forte axel. Et après, c'était très impressionnant. Très impressionnant, une auto incroyable. Et ça a été vraiment une voiture marquante pour moi. On a eu aussi quelques désillusions, toujours de manque de fiabilité, auto difficile à emmener, quelques sorties de route qui m'ont vraiment pénalisé. Mais bon, une auto vraiment quand les gens ici, j'ai encore croisé les gens ce week-end qui me disent quand t'étais avec la Subaru S12B au Touquet, on avait les poils qui s'hérissaient quand tu arrivais, on entendait le bruit de la Subaru, on te voyait passer en glisse, et c'était des autos incroyables. Et puis après, on est passé à la Fiesta WRC. Voiture aussi, j'ai gardé longtemps parce que je l'ai eu de 2014 pardon à 2021. Donc j'ai fait quand même un bail conséquent avec la Fiesta. Là, la Fiesta, c'était une auto extraordinaire de par son comportement beaucoup plus agile, beaucoup plus simple qu'une Subaru. Subaru était quand même, de par sa longueur, son empattement. Si je regarde tous les best-of que les gens ont fait sur moi de façon très sympathique, et l'arrière voulait toujours passer devant en fait. Et c'est vrai que en termes de pilotage, c'était assez spécial. C'était un peu typé propulsion, donc voilà. La Fiesta pas du tout. La Fiesta c'était beaucoup plus
plus agile, beaucoup plus maniable. Donc c'était une voiture extraordinaire. Puis après, bah, est arrivé le temps de passer. J'ai résisté parce que la WRC, je l'ai gardée longtemps. Certains me disaient, oh là là, t'es tout seul à rouler, enfin avec Jean-Marie Cuoc, quand on pouvait se rencontrer, etc. Mais bon, WRC, il y en a de moins en moins. Elles sont mises dans les musées. Voilà, donc la mienne, j'ai roulé jusqu'au bout avec. Mais bon, je me suis inscrit à des rallyes où j'étais tout seul face à des rallyes 2. Ça devenait même pour moi, au-delà du fait que les spectateurs aimaient me voir passer, mais moi, bon, j'étais tout seul dans ma catégorie quelque part, au milieu des rallyes 2. Il n'y a pas le même plaisir que si on c'était- a un rival à côté qui a la même auto. Voilà, je me suis dit à un moment, faut passer, faut passer. Et puis bon, les rallyes 2, je les ai vus évoluer, parce qu'au début, j'arrivais vraiment à me battre avec elles, puis après, pop, pop, pop. Ils ont passé un step. Nous, on était au summum, on pouvait pas progresser, et passer des steps, et puis à un moment, je dis bon, bah, l'opportunité, c'est c'est fait de vendre la voiture. Et voilà. Et après, je suis passé. Donc j'ai fait des essais. J'ai essayé la Polo, mais je l'ai essayé trop tard. C'était un peu la fin de la Polo, donc voilà. J'ai essayé une Skoda, mais ça m'a pas plu. Première génération. J'ai essayé une Fiesta. Et après, j'ai eu l'opportunité de passer à la C3. J'ai loué la C3. Elle m'a plu. Et après, j'ai acquis celle de Johan Rossel, qui avait eu une saison mondiale. Et voilà, depuis, je suis avec la C3, qui est une voiture extraordinaire. J'ai vu encore ce week-end, puisque j'étais spectateur cette année au Touquet. Euh, les voitures sont incroyablement rivées au sol, surtout sur un terrain comme ça, sec. C'est impressionnant. Ça bouge pas. C'est sûr que les WRC, si on se remémore comment passer le WRC, même la Fiesta, et qu'on voit passer les rallyes de là, que ça soit une C3, une Hyundai, ou même la Yaris, c'est une efficacité redoutable. Et les vitesses qui sont prises sont impressionnantes. Voilà, on a fait un peu tout mon cheminement. Voilà, mais je suis content d'avoir surtout connu les WRC parce que euh, pour les pilotes amateurs comme nous, on a eu la chance de pouvoir avoir ces autos-là, et c'est plus possible aujourd'hui. Donc c'est incroyable quoi. Moi ma Fiesta c'était l'ex Robert Kubica, il y avait encore le siège de Robert, je me suis assis dedans et puis ça c'est Peter Solberg, enfin je veux dire c'est nous en tant que passionnés c'est des trucs à vivre incroyables quoi. Et ça c'est vraiment ce que je retiendrai de tout ça, c'est que j'ai eu des expériences de voiture qui étaient géniales, pas toujours faciles. Comme je l'ai bien expliqué, les voitures n'étaient pas faciles à régler, à comprendre, mais c'était une remise en question à chaque fois. Et puis, au final, c'était du pur bonheur. J'imagine. Puis même aujourd'hui, quand on voit les anciennes générations qui roulent comme Jean-Marie Cuoc, qui roule souvent classé 4, ils performent. Mais c'est vrai qu'avec la génération aujourd'hui des R5, où on peut avoir des pilotes très expérimentés, mais aussi des petits jeunes, on peut mettre un petit peu tout le monde dans le même panier et tout le monde se battre à la même, au même dixième. Donc, chose qu'on avait moins avec les WRC à l'époque. Ah oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est comme une formule de promotion. J'ai vu ce week-end, et les WRC, c'était différent. Les voitures étaient vraiment éloignées les unes des autres. Comment dire, Jean-Marie Cuoc qui roule en C4, je me souviens Danis Nobel qui roule en C4, nous on était avec la Subaru, il y avait la Focus 08, mais les voitures, une Fabia WRC comme Vouilloz, etc. Mais les voitures étaient tellement différentes dans leur comportement, dans leur conception et leur comportement, qu'aujourd'hui les voitures se ressemblent tellement à ce qu'on a vu passer ce week-end au Touquet sur le sec, mais c'est des métronomes, les voitures passent toutes pareilles, que la conception des voitures d'une Fabia WRC, une Subaru WRC S12B est tellement différente et qu'elle passait pas du tout pareil. C'est ça. Donc il y avait cette diversité, et donc du coup les chronos s'en ressentaient forcément. Aujourd'hui, c'est tellement serré. Quand on voit le résultat ce week-end sur le Touquet, c'est très serré quoi, entre les 2-3 premiers. Donc ça se joue vraiment à la seconde. C'était un petit peu différent à l'époque, mais voilà, c'est l'évolution des voitures, l'évolution technologique. On a bien parlé ce week-end. Moi, je suis un peu bluffé quand même de voir le comportement des voitures, l'évolution des pneus. C'est vraiment un élément majeur aussi. On va dire qu'en 15 ans, comment les pneus ont évolué, l'amortissement. De toute façon, là, ce qui fait la force, c'est la liaison au sol. C'est pas le moteur. On peut faire un moteur puissant. Ce qui compte, c'est en rallye, c'est vraiment le passage de la puissance sur roue, mais surtout la tenue de route. C'est primordial en rallye. Donc, et là, on a encore vu que
il y a des steps qui sont passés et comme en WRC avec les rallyens, ces dernières années, tout le monde a constaté que les voitures, les pilotes sont tout le temps pied dedans et ce qu'ils pouvaient pas faire il y a quelques années avec les autres WRC. Non, non. C'est impossible. Mais même si les voitures aujourd'hui sont tout le temps pied dedans, ça a un inconvénient, c'est que les pilotes aujourd'hui ils s'adaptent plus avec beaucoup de difficultés qu'à l'époque. Ah bah oui, là, ils ont plus le choix, c'est pied dedans. C'est un pilotage différent, effectivement, c'est un pilotage totalement différent. Si vous reprenez les vidéos de l'époque des Fiesta WRC avec Solberg, Kubica, début des années 2010, là, c'était autre chose. Hein. Puis il y avait pas mal de fautes, pas mal de sorties de route. Si on se souvient bien, il y avait souvent des sorties de route. Hein, et aujourd'hui, ils sortent peu de la route. Hein. Non. Quand ils sortent, c'est plus que la limite. C'est plus que la limite. C'est comme Tanak dans la descente au Monte-Carlo, quoi. C'est à l'esprit. Mais donc non, c'est on-off. Ça doit pas être évident. Hein. C'est des vitesses qui sont quand même incroyables et c'est beaucoup de travail sur l'aéro qui fait que les voitures sont plaquées aussi au sol. C'est vrai que les pilotes, mais ils s'adaptent, les pilotes. Forcément, ils sont obligés de s'adapter et aujourd'hui, ça leur paraît naturel. Mais bon, le pilote reste humain quand même, malgré tout. C'est pas des machines, donc ils sont dans des machines de guerre entre guillemets, mais ils restent humains avant tout. Donc c'est pour ça que c'est un sport où il faut tout le temps s'adapter. Et voilà. Mais bon, là, on parle de professionnels. Quand on parle de pilotes qui font en mondial comme Fourmeau, Neuville, etc., c'est vraiment des professionnels. Donc c'est leur métier, ils savent, ils ont le talent et voilà, ils savent le faire. Et pourtant, là, parce que quand on revient 10 ans en arrière, on passait du DS3 WRC, par exemple, du mondial, on la voyait en championnat de France. La transition se faisait rapidement et les pilotes s'adaptaient vite pour des pilotes un peu moins professionnels qu'en WRC. Et pourtant, j'ai du mal à imaginer une WRC1 aujourd'hui venir demain en championnat de France au volant d'un... Bah, on a du mal à imaginer, mais je pense que c'est même pas possible ni raisonnable. Ce serait trop dangereux. D'ailleurs, je crois que c'est interdit même. Je crois qu'on n'a pas le droit de rouler avec une WRC1. Ils ne sont pas homologués. Mais je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, une DS3. Moi, j'ai eu la chance. J'ai pas eu une DS3 WRC, mais j'ai passé une journée chez PHO Sport à Langres à essayer une DS3 WRC. J'avais trouvé ça démoniaque. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai failli c'était un peu tard, mais j'aurais bien aimé quand même avoir cette voiture-là en championnat de France, parce que c'était une auto extraordinaire. Mais c'est vrai, le matin, je me souviens, j'ai un petit peu de mal. C'est pas simple, pas simple. Et l'après-midi, mais j'ai dit, mais voiture extraordinaire, on se faisait c'est un plaisir, mais on s'est adapté assez rapidement. Puis on ferait la même chose aujourd'hui avec une WRC 1. Je pense que on se ferait même peut-être peur. Il n'y aurait même pas de plaisir. Il n'y aurait pas de plaisir, du coup. La DS3, elle vivait, j'arrivais à la faire vivre, donc du coup, je m'étais adapté, quoi. Que les autos d'aujourd'hui, elles sont tellement, aseptisées, tellement rivées au sol que on peut pas les faire vivre. On pourra pas la faire vivre la WRC1. Donc non, il faut être formaté aujourd'hui, il faut être pied dedans et passer vite en courbe à des vitesses hallucinantes. Et c'est le talent des pilotes d'aujourd'hui, quoi. Mais bon, chapeau à eux, en tout cas. Tout à fait, oui. Et quelle a été ta plus grande leçon durant une course? Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a marqué, qui a changé ta façon de piloter? Bah, des leçons, des événements majeurs, oui, il y a eu alors, il y a des remises en question permanentes. Après, j'en ai eu quelques-unes. Après, j'ai quand même perdu le championnat de France dans la dernière spéciale du Rallye du Var 2 fois. Quand même une leçon de vie quasiment parce que en 2008, on a juste à rallier l'arrivée de la dernière spéciale au plan de la Tour. La voiture, il y a un incendie qui se déclare au niveau de la ligne d'échappement, donc je suis obligé de me garer. Il me restait 16 km à faire pour j'avais le titre. Et en 2011, rebelote avec les Ouzbés, où là, j'ai juste à finir le rallye du Var, donc spéciale de Colobrières. Je passe l'épingle de Colobrières et la queue de boîte et une transmission qui casse. Pareil, il y a une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Donc, il y a peut-être des pilotes qui auraient dit, moi, j'arrête le rallye et tout. Et bon, on était quand même assez effondrés, surtout en 2011, parce que 2011,
on avait déjà vécu la première expérience, ça Mm. peut pas nous arriver 2 fois. De toute façon, je roulais, en gros, ce rallye-là, j'avais pas besoin d'attaquer. On avait eu que des soucis avec la S12B ce week-end-là, durée de turbo, on a eu que des problèmes. Donc, dit, le sort s'acharne sur nous, mais bon, pas 2 fois quand même. Mm. Eh ben, on passe l'épingle de colo, on monte, et 4-5 virages après, pouf, plus de boîte, plus rien. Garé sur le côté, terminé. Et alors là, là moralement, effondré. Donc la leçon, il a fallu rebondir, se remobiliser et tout. Et encore une fois, c'est la passion qui a pris le dessus. Donc après, je suis vite réapparu, mais c'était dur à encaisser. C'est dur. C'était dur. J'ai eu des sorties de route et des choses. Mais là, ce coup dur m'avait fait mal quand même. Après, voilà, on se remobilise, on se reconcentre et on est reparti. Mais là, c'était une grosse déception et une leçon de vie, sacrée leçon de vie. Mm. Et justement, avec ces mésaventures, comment tu as su gérer à la fois la tristesse, le stress aussi qu'il y a quand tu ressens justement cette boîte qui casse? Comment tu gères toutes ces émotions Voilà, en amont? on était effondrés, on n'a pas voulu se cacher. C'est une saison complète, c'est long, il y a plein d'aventures et quand tu joues sur la dernière, voilà, c'était assez dur à vivre. Mais bon, après, faut pas rester concentré sur l'échec. Et après, on s'est dit, bah, à travers ces échecs-là, on va rebondir, il y aura d'autres courses à gagner, d'autres choses à gagner. Voilà. On n'a pas gagné le championnat, voilà, on est vice-champion. Bon, c'est déjà pas mal en partant d'où on est parti. Et, et après, c'était l'envie de faire des belles courses. D'ailleurs, quelques années après, je suis allé rouler en Belgique. J'ai vécu quand même des expériences extraordinaires. Mais l'idée, c'était toujours aller de reprendre de l'avant, d'aller de l'avant, de continuer, et de pas rester sur l'échec, quoi. Mm. Si on reste focalisé sur On l'échec, n'avance pas. on n'avance pas. Donc, une volonté aussi d'avoir des nouvelles voitures, après de passer à la Fiesta, M-Sport. Donc, c'était non, non, c'est vrai que là-dessus, souvent on me dit, mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression que tu as toujours roulé, on t'a toujours vu, tu t'es jamais vraiment arrêté, malgré que tu as eu des péripéties, tu as eu des hauts, des bas, et tu fais ton petit bonhomme de chemin. Je dis, bah ouais, bah je reviens toujours au point de départ, mais c'est ce qui nous anime tous, c'est la passion et l'envie de découvrir aussi des aventures humaines, de découvrir des choses, et chaque rallye est une aventure. Mm. Tout à Donc c'est fait. ça qui me passionne. C'est vraiment ça qui me passionne. Au-delà des challenges, des championnats, des trucs, chaque rallye est une aventure. Il se passe toujours plein de choses en rallye de toute façon. Mm. Donc il y a tellement l'adrénaline et le palpitant quand on est en bagarre dans la course et tout. C'est tellement un truc incroyable à vivre que ben voilà, il y a des déceptions, mais on rebondit, on repart et je suis pas le premier et le dernier à vivre ça et c'est en permanence dans le rallye quoi. Mm. Tout à Chacun fait. vit ça. Puis même d'un point de vue spectateur, je connais personne, et je pense que toi c'est pareil, qui découvrait le rallye et qui s'est dit à la fin j'aime pas. Je connais personne qui a eu ce Bon, sentiment-là. même les gens qui ne sont pas branchés voiture viennent voir un rallye. Généralement, repartent, ils sont emballés, ils se disent Mm. ah oui, dis donc, c'est tout ce qu'il y a autour de la voiture, tout ce la compétition, ce qu'on vit. C'est vrai que je connais personne qui me dit oh bah non, j'aime pas ça, je reviendrai pas. J'ai pas aimé. Parce qu'on a déjà emmené même des gens qui comme ça, des amis ou des partenaires, ils repartent emballés, ils disent c'est quand le prochain quoi. Mm. Tout à fait. Et du coup, à quoi ressemble une semaine type pour toi? Parce que, comme tu le disais, en championnat de France, vous êtes amateur, il n'y a pas de professionnel. Donc, il faut savoir lier sa vie personnelle, sa vie professionnelle, parce que quand le rallye se termine le dimanche, le lundi matin, tout le monde est au travail. Comment tu gères un peu tous ces Bah, paramètres? c'est compliqué. Alors, il y a la vie familiale, la vie professionnelle. Moi, j'ai des enfants. Il y a la vie professionnelle. Moi, je travaille dans l'immobilier, dans la construction. Donc, en fait, bah, le lundi, je retourne à mon bureau. Euh, L'avantage que j'ai, c'est que je suis dirigeant de de ma société. Donc, je peux gérer mon temps un peu comme je le souhaite. Je m'organise en tout cas pour pouvoir le faire, pour pouvoir assurer ma passion. Et voilà, faut gérer à la fois la préparation des rallyes qui s'enchaînent, pareil, mes chantiers de construction, c'est pas évident, la vie de famille, voilà, faut arriver à jongler au milieu de tout ça. C'est pour ça que d'avoir une petite équipe autour de soi qui gère aussi tous ces sujets de préparation des courses surtout, commander les pneus, voilà, etc. Faire le lien avec mon préparateur.
bien s'assurer que les chambres d'hôtel sont réservées. C'est toute une logistique. Et ça, faut être entouré. On peut pas le faire tout. On peut pas faire tout soi-même, quoi. C'est pas possible. On peut pas être à la fois au boulot et à s'occuper du rallye. D'autant que quand on est pilote, on a la préparation des spéciales. Si c'est des rallyes qu'on connaît, il faut essayer de éventuellement regarder nos caméras embarquées la semaine précédente pour essayer de se remémorer un peu le parcours. S'il y a des nouvelles spéciales, essayer de regarder les plans avec le copilote, de travailler un peu. Ça se travaille. Les rallyes, de toute façon, les rallyes, il n'y a pas de secret, ça se travaille. Il faut travailler, il y a du boulot. Donc ça fait une charge assez importante en plus du boulot de tous les jours, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais on n'a pas le choix. Parce qu'il faut gagner de l'argent pour payer les courses, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ne serait-ce que se déplacer une équipe 3, 4, 5 jours avec l'hôtel, les restaurants, il faut manger bien évidemment, ça coûte des sous, l'essence, les pneus de la voiture, éventuellement les casques mécaniques. C'est un sport qui coûte cher, qui coûte de plus en plus cher. Quand j'ai commencé avec ma en coupe 106, sincèrement, c'était pas très onéreux à l'époque. Et petit à petit, c'est monté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes qui commencent, c'est pas évident pour eux c'est comme la vie de tous les jours, tout coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, et donc c'est pas évident pour les jeunes de pouvoir rentrer dans ce sport-là. Il y a pas beaucoup de solutions, quoi. Même si on travaille, c'est pas évident de pouvoir se payer de courses de rallye, en tout cas une saison complète, c'est très cher, très compliqué. Ouais, très compliqué. Déjà, ça touche. Compliqué, mais plus on avance, ça change pas. C'est toujours autant compliqué. Et moi, à l'époque de la course 106, j'avais des gens qui roulaient avec nous, qui avaient vraiment pas beaucoup de moyens, mais ils arrivaient, il y avait des belles primes. Ah oui, il y avait des belles primes. J'ai pas vraiment en tête le montant des primes qui sont distribuées aujourd'hui en formule de promotion, mais sous le Peugeot 106, on avait vraiment des primes importantes. Et je sais qu'il y avait des pilotes qui arrivaient à s'autofinancer avec les primes. Le résultat, qui dit bah, la prochaine course, c'est grâce à ma prime que je vais pouvoir rouler. J'ai souvenir de ça. Et aujourd'hui, c'est impossible. Mais c'était possible en 98-99. Donc aujourd'hui, après il y a un jeune qui est quand même une formule qu'on a la chance d'avoir en France, parce que sauf de ma part, la formule un jeune qui permet à n'importe qui de pouvoir s'inscrire moyennant une modique somme pour éventuellement avoir un volant officiel. C'est quand même incroyable qu'on ait ça en France. En plus, c'est un véritable succès. Puis c'est un des pilotes de renom jusqu'au top niveau. Donc ça, je pense que tout jeune passionné doit s'inscrire à cette formule. Et puis il y a la FRC6 là, qui arrive, qui va aussi permettre à moindre coût, entre guillemets, de pouvoir à des jeunes se lancer dans la compétition. Donc on a quand même des filières en France en rallye qui permettent à des jeunes de gravir les échelons. Le petit Quentin Vialat, qu'on a vu encore ce week-end, qui jouait en simulateur dans sa chambre d'étudiant, qui aujourd'hui qu'on a vu passer hier et tout, il a du talent. C'est magique, quoi. C'est vrai qu'on a quand même tout coûte plus cher, mais il y a quand même des possibilités, si on a le talent et la volonté et tout, de pouvoir rentrer dans le milieu, quoi. Bien sûr, plus les constructeurs qui travaillent à côté pour essayer de trouver des solutions pour que ça coûte moins cher, notamment cette FRC6. Il y a également aussi Dacia qui fait ça en Espagne, mais c'est encore moins intéressant que ce que Peugeot offre aujourd'hui. Et ça permet aussi, tu citais Quentin, mais hier, je pense aussi croisé Etienne Moustache, qui est un youtubeur qui n'a jamais fait de rallye. Bon, il fait des grands prix exploits, tout ça, mais ça reste toujours pas des pilotes, mais ça reste toujours des passionnés, et il disait qu'ils s'étaient éclatés, quoi. Donc, voir des gens qui s'amusent pendant le coup, ça rappelle un peu les souvenirs comme on évoquait tout à l'heure, en fin 90, où les gens roulaient avec le même 32 pneus sur chaque rallye. C'est le même concept finalement. Ouais, c'est le même concept. Je disais hier à Didier Clément, la roue galée qu'ils ont, si c'était volontaire ou pas, pour rappeler l'époque des 205, ils disaient ils l'ont fait parce que c'est rigolo, mais c'est aussi que ça coûte pas cher. Ils ont redressé des jantes au marteau ce week-end par exemple, pas besoin de. Sur la 106 2, la 606 rallye, on avait les jantes en tôle, je me souviens, mais c'était
foutaient rien, les gens, comment casser. De toute façon, il y avait des voitures cassées à chaque course. Même en reconnaissance, les voitures étaient cassées. Mais c'était comme du consommable. Moi, j'en ai cassé aussi. Mais franchement, on était au départ de la course suivante à chaque fois. Et si on pouvait revenir à des formules comme ça, je pense que ça serait quand même. Enfin, je pense que c'est une bonne piste de la part des constructeurs. Parce que l'avenir du sport, c'est les jeunes qui puissent rentrer dans le milieu, accéder et pouvoir assouvir leur passion. Sinon, on va pas faire des rallyes que de jeunes de driver. Tout à fait, c'est un petit peu le reproche qu'on peut reprocher à ça en France depuis des années. Tu sais, Denis Nobel, José Barbara, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont exceptionnels et on en a besoin en France de ces gens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la FRC6, ça permettrait aussi à tous les budgets, qu'on soit jeune, qu'on soit à la vingtaine, trentenaire, ou même, il y en a qui ont commandé, des personnes qui ont plus de 60 ans, pour faire des rallyes, ça touche toutes les bourses, tous les types d'expériences, de talents. Ce serait très intéressant de voir ça sur les rallyes. En tout cas, je le souhaite. Du coup, on revient en 2012. Malheureusement, tu as eu une altercation suite à une sortie au Charbonnière avec un commissaire. Ça t'a valu malheureusement une suspension de ta licence pendant 18 mois, dont 6 fermes, si ma mémoire est bonne. Et je t'en parle aujourd'hui parce qu'en WRC, on est confronté un petit peu à ce manque de liberté d'expression. Il y a les pilotes qui ont créé le World Rally Division Drivers Alliance, qui est un petit peu à l'image du commissaire des pilotes en F1. Et justement, je voulais t'en parler. Est-ce que tu trouves qu'on a toujours, que ce soit en France ou à l'international, un petit peu bridé les expressions des pilotes? C'est vrai que ça, c'était un petit peu, ça a estomaqué un peu tout le monde. Enfin, en tout cas, nous pilotes, ça nous a un peu estomaqué l'aventure d'Adrien Fourmeau. On se pose des questions. Moi, j'ai vécu une expérience pas très heureuse. Je ne pas du tout forcément, j'ai subi ça, mais c'était pas agréable à vivre. C'était pas le même contexte, mais bon, la finalité, on a une suspension de licence, on n'a pas eu une amende, mais il fallait se défendre, c'était pas très agréable. On est là pour être passionné. Moi, je ne vais pas revenir sur le détail de l'histoire, parce que tout le monde l'avait plus ou moins vu à travers la vidéo, Charlot dans la spéciale de beau jeu. Mais bon, c'est vrai que dans notre sport, il y a la mécanique, il y a la voiture, et avant tout, il y a l'humain. Il y a l'humain dans la voiture, et l'humain, on a besoin de lui, l'humain. On n'est pas des robots, et je pense qu'il faut écouter les pilotes, il faut écouter les acteurs. Voilà, l'aventure d'Adrien Fourmeau, je veux dire, on prend les caméras de Colin McRae et consorts, qui n'arrêtent pas de se crier dessus. Voilà, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Après, les émotions, elles viennent naturellement. On est des humains, on a des émotions. Après, on peut se crier dessus, on peut se dire, à partir du moment où on se crie sur soi, il n'y a pas non plus qu'on insulte personne. Je vois pas en quoi ça dérange. Après, on ne peut pas non plus mettre tout dans un cadre, entrer dans un moule. Je sais que la société d'aujourd'hui, je parle de la société en général, on souhaite tous, ils souhaitent qu'on rentre tous dans un moule, qu'on soit tous dans des cases, mais malheureusement, c'est pas la vie, c'est pas ça. Et en tout cas, on ne souhaite pas que ça soit ça. À partir du moment où on reste dans un cadre respectueux, voilà. Là, c'en est même absurde l'anecdote d'Adrien Fourmeau. Donc voilà, comme nous en 2012, c'était quand même absurde d'être privé de rouler pour à la suite d'une sortie de route, alors qu'il y avait quand même des solutions à l'époque pour éviter tout ça. Donc nous, on n'a jamais eu la volonté à l'époque d'aller à l'encontre de la course. Voilà, et Adrien Fourmeau, dans ses réactions, voilà, il n'est pas content de lui. Voilà, c'est pas plus. Si on s'offusque de phrases comme ça, c'est quand même assez grave. Quand on voit la société à laquelle on vit et tout ce qui peut être, toute information qui peut circuler bien plus grave que ça. Donc,
des fois rester les pieds sur terre. Et, voilà. Donc qu'ils aient créé une nation, je trouve ça plutôt pas mal de pilotes pour défendre leurs intérêts, surtout leurs idées, et surtout pour défendre la liberté, quoi, la liberté de parole. Et voilà. Non, il ne faut pas qu'on rentre dans cette dynamique de moule et de cadrage, parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas la bonne. Oui, et puis c'est un peu trop. L'image que j'ai de ce que veut faire la FIA, c'est que c'est un peu trop marketing, c'est-à-dire qu'ils veulent trop donner une belle image ou quoi, mais c'est pas du tout l'essence même du rallye. C'est contre-productif. Ce que nous on aime, c'est avoir des réactions à chaud, c'est d'aimer voir des pilotes qui s'énervent après eux-mêmes, après d'autres, avec du recul évidemment, mais j'aimais bien les anecdotes de Sébastien Loeb râler après Michael Roudet parce qu'il a enlevé de la poussière. Si aujourd'hui on fait ça, on serait pénalisé. Qu'est-ce qui fait qu'on a des souvenirs de rallye et tout, c'est des images, même j'ai les images de le cours sur le copilote, trop tard, etc. Mais je veux dire, si on n'a pas ça, au moins ça nous a marqué, on a ça en tête, on en parle encore. Mais heureusement qu'il y a ça. Mais du coup, si on veut casser ça, c'est pas bon. Enfin, si on ne va pas dans la bonne voie, pour moi, on ne va pas dans la bonne voie. On casse un peu ce qui permet d'avoir les souvenirs. Ouais, ce qui fait un peu l'histoire du rallye. Je reviens à ce que j'ai dit au départ, mais il y a la mécanique, il y a l'humain. C'est lui qui tient, c'est eux qui tiennent les deux dans la voiture, qui tiennent le manche, le copilote qui tient qui a une note, et c'est eux qui les acteurs, c'est pas les voitures. Donc on peut mettre toutes les voitures du monde, c'est ceux qui sont dedans qui les font avancer. C'est pas des robots, en tout cas pas encore. C'est pas l'IA qui fait avancer les voitures, mais bon, il faut surtout qu'on garde, surtout par rapport à cette histoire, l'IA qui va arriver dans notre monde d'aujourd'hui, il faut qu'on garde dans le rallye, c'est humain, il y a des humains, etc. Et c'est important et qu'on les laisse s'exprimer, et que ça nous laisse comme ça, nous spectateurs, on voit des choses, on voit des ressentis. Au contraire, c'est bien de voir que le pilote, il est arrivé à la spéciale, il n'a pas un discours formaté, à dire ça c'est pas si aussi, c'est comme ça. Voilà, j'ai vécu ça, là, c'était chaud, c'est ça qu'on aime. Et là, l'autre, je suis revenu à 2 secondes, voilà, c'est ça qu'on veut vivre, qu'on veut entendre. Pas des discours formatés, préécrits, qui récitent. Enfin, se dire, c'est ridicule. Non, que ce soit naturel. On reste naturel. Mais en tout cas, j'espère que ça va s'inverser, qu'on va revenir un peu à des choses logiques. Et du coup, est-ce que tu accordes une importance à la préparation physique? C'est important, parce que ça demande une telle concentration, le rallye, il faut être en forme. Et comme tout à chacun, des fois on est moins en forme, etc. Donc avant chaque course, il faut rentrer un peu dans... Déjà, il y a la concentration, la préparation mentale, la préparation physique. Bon, ça s'est développé il y a 30-40 ans, ça n'existait pas. À l'époque de Jean-Luc Tarrier, que je connaissais bien, pilote normand renommé, international, il n'y avait aucune préparation. Et puis après, petit à petit, ça s'est professionnalisé, ça s'est, depuis une vingtaine d'années, les pilotes ont des préparateurs mentaux, etc., pour les réflexes, etc., préparation physique. Alors moi, je ne suis pas du tout à ce stade-là, hein, mais je fais du sport à côté, la course à pied, je fais du tennis, etc., pour que le corps puisse endurer les chocs, et puis surtout des chocs, et puis tout ce qu'on vit pendant une course automobile, parce que c'est hyper éreintant, fatigant, ça tire sur la paillasse, comme on dit. Bien sûr. Et voilà, donc moi j'ai la préparation aussi, tout ce qui est alimentation, les jours précédents de course, il faut faire attention à l'alimentation, bien se préparer pour arriver en forme le jour J, et surtout d'être endurant sur les 2 ou 3 jours de course, de tenir le choc. Il y a avant, pendant, après la récup, mais bon, ce sport-là, il ne se fait pas à la légère, quoi. Il demande un sérieux, mais après il y a l'âge aussi, plus on avance dans l'âge, c'est plus dur, hein, parce que il y a la fatigue 60+, ça arrive à un certain âge, comme Elliot de Court qui a 17 ans, j'en ai 51, depuis hier, on ne sent pas la course pareil, hein, je suis plus fatigué après la course, donc il faut que je sois encore plus vigilant par rapport à ça, et encore plus préparé. Et moi j'ai toujours été assez, sans excès, mais j'ai toujours été dans une préparation,
Et puis la préparation mentale, où on se met dans la course petit à petit la semaine qui précède. Et ça, c'est important aussi. Pour arriver, vraiment, il faut être focus. Et ça j'adore cette montée en puissance qui se fait petit à petit jusqu'à la course. Ça, j'adore. J'adore ce moment-là. Cette sensation. Ouais, c'est une sensation un peu particulière. Ouais. Parce qu'il y a une petite montée en pression, mais pas trop non plus. Non. Ça n'a pas d'impact sur les à côté. Non, mais une petite excitation qui arrive, une petite adrénaline qui monte et on se sent bien. On se sent petit à petit bien jusqu'au moment. Par contre, après la course, on a l'adrénaline qui retombe. Et alors là, par contre, justement, c'est là où on ressent la fatigue physique. Et ce qui est, pour revenir à tout ce qu'on a dit, le WRC, quand je roule dans le WRC, que ce soit en Subaru ou en Fiesta, après la course, j'étais mort, rincé. C'était vraiment un parcours de combattant, entre guillemets. J'étais rincé physiquement et la tête, le cerveau rincé. Alors que depuis que je roule en Rallye 2, beaucoup moins fatigué, je me remets beaucoup mieux des courses. Avec le WRC, j'étais tous les lundis chez l'ostéopathe. J'avais les vertèbres déplacées, j'avais le dos en vrac. Ça me fatiguait énormément. C'était très fatigant ces automnes. Aujourd'hui, et le cerveau, parce que à chaque fois que je montais la Subaru WRC 12B, ma dernière grosse voiture, en 2 litres, quand j'étais à la shutdown de la CNTC, quand je faisais mon premier run, chaque fois je me disais, mais c'est affolant la vitesse qu'on va, il faut que le cerveau s'habitue à cette vitesse. C'est poussé. Et que je n'ai pas du tout avec, par exemple, la C3. La C3, je me dedans, au bout de 2-3 runs, c'est essayé, on peut partir, ça ne me fait pas du tout cette impression. Bien mon copilote d'ailleurs. Plus une facilité d'adaptation. Ouais, donc la récup est beaucoup plus facile aussi. C'est des voitures qui sont plus aseptisées, plus confortables, et moins violentes, donc forcément le corps ressent moins. Et puis il y a la vue aussi, parce que par rapport à ce que tu parles de la préparation, la vue, il faut avoir une bonne vue en rallye bien évidemment, et moi j'ai 12 dixièmes, donc ça m'a toujours aidé dans le rallye, avoir une très bonne vue, et surtout de nuit. La nuit, j'ai toujours fait à mon niveau, j'ai toujours fait des chronos de nuit équivalents, voire meilleurs que du jour. Ah oui. Ce qui m'a souvent servi sur des rallyes de nuit de taper un coup. Ouais, parce que j'ai toujours une très très bonne. Tu étais un peu plus dans ta bulle et tu ouais. étais plus ouvert. Et moi j'adore rouler de nuit. Enfin, c'est pour ça les rallyes nuit, il y en a de moins en moins. Quoique ça revient un petit peu, mais il y a eu une période où il y avait vraiment de nuit. Et la nuit c'est quand même un moment magique pour tout rallyman. C'est tellement à part. Dans sa bulle, pour le coup on est vraiment dans sa bulle, focus avec sur la rampe de phare, sur la route qu'on voit et rien d'autre. Ça c'est avec les notes qui défilent, ça c'est génial. C'est plus sympa. Ouais. Est-ce qu'il y a des victoires ou une performance qui te rend le plus fier dans ta carrière? Il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit parce que voilà, j'ai gagné 8 fois le rallye par lequel je me suis intéressé à la discipline à Col-Fleury. J'ai battu le record du nombre de victoires, c'était en 2020. Jean-Marie Piolle qui était là, je gagne le rallye chez moi, donc ça c'était vraiment un moment magique, partagé en famille avec les amis. Mais par contre, il y a une victoire qui restera quand même dans les annales, c'est ma victoire La Rochelle 2019 en championnat D2. C'était catastrophique, la Fiesta, Ford Fiesta de WRC. Le premier soir de nuit, je pars sur la ligne de départ de la première spéciale. Au décompte, à 3, j'enclenche la rampe. Elle s'éteint. Pas de phare. 3, 2, 1. Donc mon cerveau, une fraction de seconde, me dit je fais quoi? Parce qu'il y avait les phares d'origine, la Ford Fiesta WRC qui n'éclairait rien, qui éclairait à 1 mètre vers le bas. Et je vois l'inconnu, je vois le premier droit, je dis noir complet, qu'est-ce que je fais? Donc, je n'ai pas le choix, j'ai un réflexe, je pars. Je lâche, je pars. Et je guidonne dans le premier virage. J'essaie de rouler, mais je ne voyais rien, donc Cédric m'a annoncé les notes. Et il coupe même la voiture un peu plus loin. Il coupe la voiture, le coupe-circuit, il rallume. Donc on était au ralenti, je me suis arrêté. Donc un début de rallye un peu plus catastrophique. La rampe de face se rallume, elle se rééteint. Et je finis la spéciale donc sans lumière. Je perds un temps, j'ai oublié comment j'ai perdu le temps. Spéciale numéro 2, la deuxième du soir, rebelote.
Donc je m'arrête à nouveau dans un spécial, je perds un temps fou, donc je suis 13e au scratch le vendredi soir. Et autant dire que moralement, on avait un problème électrique qu'on n'avait pas su identifier. Mon préparateur à l'époque c'était Christian Dieu, directeur du LAD, préparateur bien connu. Et je me souviens, on est allé au restaurant le soir, il n'a pas dit un mot, il s'est mis à l'écart au niveau de la table, la tête dans l'assiette, il n'a pas décroché un mot, il essayait de faire tout le film, comment ça a pu survenir et tout, comment ça a pu survenir, etc. D'où pouvait venir la panne. On dit est-ce que ça vaut le coup de repartir? On est 13e, on avait un retard dingue. C'est impossible d'aller gagner la ligne. Donc bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on n'était pas sûr, parce qu'il y avait encore le samedi soir de la nuit, donc le lendemain, si c'est pour recommencer, c'est bon quoi. Et le lendemain, insistance, on tombe des trucs, etc. Ils me disent de rouler en plein jour avec tous les phares allumés, donc j'ai laissé la rampe de phare sur la Fiesta. J'ai roulé en plein jour avec la rampe de phare et les phares de poing allumés. D'ailleurs, les spectateurs me disent pourquoi ils roulent avec la rampe de phare, mais je sais que c'est pas logique parce que normalement tu ne le mets pas parce que ça te freine un peu, ça prend un peu l'air, ça consomme. J'ai roulé toute la journée et on a roulé. Et donc, les phares, ils avaient trouvé la panne au niveau du faisceau électrique, c'était un problème de faisceau électrique. Et donc j'ai remonté toutes les places toute la journée, mais alors avec une attaque de chaque instant, avec un terrain, il y avait le bout, c'était piège, on était par les portes partout, et on a eu un problème de désembuyage dans la voiture. Ah oui, j'ai oublié, on a eu le désembuyage le samedi. Et c'est Jean-Sébastien Vigion qui roulait, qui m'a donné du Renix. Qui m'a sauvé un peu ma spéciale parce que je ne voyais plus rien de point de spécial. On a mis du Renix, on a réussi à préserver un peu ma vue. Et enfin, c'était un peu décourageant quand même. Et on a grimpé un peu les places petit à petit. Et puis l'après-midi, on a dégoupillé. On a réussi à gagner le rallye en partant de la 13e place. Et pourtant, il y avait un super plateau avec des rallyes 2, etc. Cuoc, les Zara. C'était improbable. Gagner le rallye, c'était une victoire mémorable, quoi. Et, voilà. Donc celle-ci nous a vraiment marqué. Elle n'est pas si vieille que ça, elle était en 2019. Mais c'était comme quoi, il ne fallait pas s'effondrer. Il y en a plus d'un qui aurait pu dire, même on y a pensé, de toute façon on trouvera pas la panne, c'est électrique. On rentre, on la met sur le plateau, on rentre. Allez, on tente le coup de matin, on allume les phares et puis on y va, banzai. Ça l'a fait. Et c'était un grand moment de sport. On a bien arrosé. Dans la recherche, on a bien arrosé. Belle preuve de persévérance. On n'a pas lâché, on n'a rien lâché, ni les mécaniciens. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon préparateur qui ne boit pas d'alcool, ce soir-là, a pris 2 gin tonic. Je pense qu'il est les 2 seuls de sa vie, mais le soulagement d'avoir trouvé le problème. Et en plus, on peut pas rêver mieux, on a gagné la course, c'était magique. C'était un moment magique qu'on a vécu. Il y a des moments comme ça, c'est ça qui est sympa dans ce sport-là, c'est qu'il y a des moments un peu en apothéose. Il y a Loeb dans son bouquin qui parle un peu de cet état, l'état un peu dans les spéciales où il était en état un peu où il ne peut rien lui arriver. Il se sent comme s'il était au-dessus de la voiture. Ouais, ça défile et on a comme en apesanteur, dans un état second où tout est bien, tout est bon. Et il y a des moments comme ça aussi. Nous, à notre niveau, on le vit parce qu'on n'est pas à son niveau, bien évidemment, mais des fois, je ressens ça, le côté où c'est magique, quoi. On peut comprendre, c'est dit. Ouais, tout à fait, on ressent les choses. Mais bon, les pilotes peuvent le ressentir, mais c'est un truc propre aux pilotes et c'est génial, ce moment-là. Où il ne peut rien t'arriver, tu peux y aller, ça banzai, ça passe, et c'est top. Tout à fait. Et du coup, vu que tu es un pilote normand, c'est quand même des routes normandes qui sont très différentes des routes du Sud, par exemple. Toi, en quelques mots, quel serait ton type de pilotage? Moi, j'adore les terrains typés route du Nord parce que j'adore les terrains avec des changements d'adhérence. Déjà, j'aime bien les terrains rapides, on prend de la vitesse avec des changements d'adhérence. Donc, j'ai toujours aimé les rallyes du Nord, appliqués bien évidemment, parce que moi, je suis pas ici. Les rallyes normands, les rallyes typés La Rochelle, par exemple, ou même des gens comme Peugeot, on y allait et j'étais plutôt performant. Et j'ai toujours un bon feeling sur ces terrains-là. Après, il a
belge, parce que j'ai roulé en Belgique. J'ai fait des rallyes comme la Wallonie, Belgian Rally, en gros, ça ressemble. Hein, et après, j'ai toujours apprécié faire des rallyes plus typés montagne. Le Mont Blanc, qui est un rallye magique pour moi. Le rallye Mont Blanc, c'est un des plus beaux rallyes de France. En termes de pilotage, c'est un pilotage différent. Mais on va dire que naturellement, je suis plus adapté à un pilotage sur des routes du Nord. Mais j'adore rouler. J'ai fait l'Antibes, par exemple, l'Antibes qui en termes de pilotage est extraordinaire. J'ai un souvenir, j'ai eu la chance de faire avec la Fiesta pour VRC, c'était le kiff total. Le kiff total, les virages s'enchaînent, c'est que de l'attrage, c'est magnifique. C'est typé un peu Monte Carlo mais sur sec, donc Ouais. c'est aussi Du grip, c'est extraordinaire. En fait, j'aime découvrir aussi d'autres types de terrains. Je suis pas date, moi j'ai fait toutes les épreuves du championnat de France des rallyes, je suis dans le Cévennes, j'ai fait 5, 6, 7 fois les Cévennes, le Var, je l'ai fait plein de fois, j'ai tout fait en termes de terrain, mais chaque rallye a ses spécificités, mais j'ai toujours kiffé ces rallyes-là, j'ai toujours eu plaisir à les faire. Mais dire que naturellement, j'ai toujours été très performant sur des routes. Je me suis senti toujours très à l'aise sur des routes typées comme chez moi, en fait. Je pense que chaque pilote, quand il commence, quand il est dans sa région, il est tout de suite automatiquement, il préfère plus son type de route à son Et bon, j'ai toujours aimé, ça c'est aussi l'avantage de la Peugeot, c'est que ça nous a fait découvrir la montagne noire. J'ai adoré, je l'ai gagné plusieurs fois, je l'ai même déjà fait à l'époque de la 106. Mais la montagne noire, les routes, c'est extraordinaire. C'est du grip, ça tourne. La spéciale de la Tourette, qui est une spéciale magique. À partir du moment où vous avez fait une fois la Tourette, vous allez dire oh, je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux. C'est extraordinaire la Tourette, ça tourne tout le temps. Vous traversez des villages, etc. Et c'est magique. Donc, non, moi, j'ai jamais eu de problème à m'adapter. Après, en termes de pilotage, quoi. Mais il veut dire que naturellement, mon kiff c'était de rouler comme la sous SW où je passais à 220 km/h repliqué, des petits vélos, des petits chemins. Ça, c'est un truc qui me donne des frissons. ça doit sauter aux yeux. Ça me donnait vraiment les frissons. Et après, en termes de plaisir de pilotage, vous êtes sur spécial de Var, en Colobrière. Là, c'est du pilotage pur avec de la recherche de trage, point de corde, etc. Là, c'est autre chose. Mais bon, il faut savoir rouler sur les petits terrains. Puis bon, on prend un plaisir différent, mais quelque part, on trouve aussi son compte, heureusement. Oui, tout à fait. Et quel a été du coup ton plus beau souvenir en rallye avec tout ce que tu as vécu? Au souvenir, on va dire que le problème c'est que le temps passe. Donc mon premier rallye, mon premier départ, la première fois que je suis arrivé sur un rallye, et me dire je vais être au volant de la voiture, ça c'est gravé à jamais dans ma tête. C'était un saut dans l'inconnu, mais en même temps j'ai réalisé mon rêve. Donc c'était magique. Après j'en ai d'autres, mais il y a tellement de... Moi, je retiendrai plus des moments vécus avec mon copilote aussi dans la spéciale, où des fois j'ai des souvenirs où on a bouffé de rire, on a éclaté de rire ensemble dans la voiture. Il y a des moments comme ça, plus que des victoires ou des résultats, des moments partagés où c'est ça aussi qui fait le charme, c'est qu'on se retrouve encore à en parler le soir. Tu te souviens, cette spéciale-là, tel rallye, où quand ça s'est passé comme ça, etc. Ça c'est la magie du rallye. On a vécu tellement de trucs incroyables dans toutes ces années. Des trucs où il a fallu sortir de pétrin. Et quand on en parle aujourd'hui, c'est pas évident de donner un moment précis. Tellement il y en a eu. C'est la tête, j'ai la tête remplie de souvenirs. Voilà. Mais les souvenirs, voilà, même encore aujourd'hui, les rallyes j'enchaîne, ça crée des souvenirs pour la suite. Et puis, mais le plus beau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand j'ai gagné mon 8e Prix de Fury en 2020 chez moi avec la famille.
mon père était au point stop. Là, c'était génial de faire ça Jean-Marie, c'était top. C'était un grand moment. Après, il y a eu des moments, je me souviens de la finale de Nantes, la finale de la Coupe de France à Nantes en 2006. Quand on est rentré dans le parc Expo de Nantes, tout le monde partout, les gens qui poussaient la voiture, on se croyait un truc américain, un spectacle américain. C'était dingue, quoi. On se sentait poussé par le public. Ça, c'était un souvenir aussi extraordinaire. Alors, malheureusement, on n'a pas gagné parce qu'on a fait une bêtise dans la dernière spéciale du rallye et on avait fini 3, mais le souvenir que j'ai, c'est l'engouement populaire. C'était incroyable. On en parle sur un concours pilote, il y avait une ambiance comme jamais on avait vu sur un rallye. Ça, c'était un super souvenir. Ça, c'est un super souvenir. Au-delà, toi, c'est pas toujours le résultat final, c'est ce que tu gardes dans la tête, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu avec des gens. C'est ça qui marque des fois autant. C'est tout ce qui se passe autour aussi. Ouais, qui fait ton souvenir. Et, quand j'ai fait le Condrose, il y avait des gens sur la route, quand je passais, qui s'écartaient. C'est un souvenir incroyable. Tu vois, c'est des souvenirs comme ça qui restent gravés à jamais, quoi, et que la passion continue. Et Nicolas, tout ça, toutes ces voitures, est-ce qu'il y en a une que tu as le plus préférée? La plus monstrueuse que j'ai eue, alors préférée, c'est pas bien de dire préférée, parce que chacune a eu ses spécificités, mais la Subaru WRC 12B, par son look, par son agressivité, par son sacellier à l'intérieur, qui avait le tableau de bord, tout en feu carbone partout. C'était c'est-à-dire le souci du détail de ProDrive à l'époque, c'était un cockpit d'avion. Là, tu disais, wow, là, je suis dans un monstre. Et ça, je pense que c'est la plus belle voiture que j'ai eue. La plus belle voiture, la plus. Après, pas la plus facile à conduire, mais je veux dire, la plus monstrueuse. Et quand on prenait 220, le Limousin, tout ça, 220 ici, c'était assis très bas, très reculé. Là, pour le coup, on était vraiment reculé au centre de la voiture. Wow, c'était une impression. Je ne voyais pas le capot, je ne voyais rien. Je mémorise bien les dimensions de la voiture parce qu'elle était longue en plus. Et là, on se dit, wow, donc celle-ci, j'aurais tendance à c'est ma préférée, de par sa monstruosité. Après, la Fiesta, je me suis vraiment amusé avec la Fiesta, donc c'est une partie de mes préférées. Mais on va dire que je mettrai en numéro 1 la Subaru S12B. Pour son côté, je montais dedans. La première fois que je montais dedans avant chaque course, je faisais un aller-retour, je disais, j'ai le cerveau qui a pris un coup parce que ça marquait le corps. Quoi, tu vois, donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Tout le monde ne l'a pas, très peu de pilotes ont roulé avec. Très peu. Et les pilotes ici, il y avait très peu, il y avait 6 ou 7 exemplaires. Ça n'a pas marché en championnat du monde. En 2007, elle ne fonctionnait plus la voiture. Ils ont eu des soucis, ils n'avaient pas les bons amortisseurs. Nous, il y a eu du travail de fait. On a un peu fait progresser. D'ailleurs, je sais que ProDrive était étonné de voir ce que First Motorsport, qui était mon préparateur à l'époque, avait réussi à faire pour la baisser. Elle était beaucoup plus basse. On avait des amortisseurs de Reiger, donc on avait changé le type d'amortisseur, les Reiger, et du coup, on est arrivé à faire une machine de guerre, mais qui dit machine de guerre, elle était compliquée. Puis il manque de fiabilité, alors là, c'est dommage. On a eu ces autos-là un peu tard, et voilà. Mais on a eu la possibilité de l'avoir, donc c'est surtout ça que je garde, et c'était des autos incroyables. Et est-ce que tu as une anecdote amusante ou insolite que tu as vécue en tant que pilote? Anecdote, j'en ai plusieurs, ouais. C'est par exemple, c'est pour revenir avec mon papa, quand on a roulé ensemble, une fois on était dans la montagne noire avec la Punto Picard, on part de Mazamet, on avait été par la première, le pas du sang, et puis on roulait tous les deux, puis on se regarde, mon père qui me dit, tu te sens comment dans ta conduite, toi? Et je dis, mais c'est vrai qu'elle me paraît un peu large et tout. Il me dit,
En fait, il avait pris ma combi, j'avais pris sa combi, parce qu'on avait les deux mêmes. Et donc on roulait tous les deux comme ça, et puis on était obligé de s'arrêter, et on s'est mis en slip, on a échangé nos combis. Je me souviens, il y avait Jean-Michel Lacuna qui était passé et tout, il nous regardait, qu'est-ce qu'ils font eux. Donc c'était la petite anecdote avec mon papa, c'était assez rigolo. Et puis avec le copilote que j'ai eu plus longtemps, c'est Cédric Mondon, on a eu quelques anecdotes assez comiques. Voilà, on a eu une fois, il est arrivé sur un rallye, il avait oublié ses bottines. Il avait des mocassins de ville. On a fait le rallye, mon copilote avec ses mocassins de ville. À l'époque, c'était autorisé. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et donc, on a gagné le rallye. Donc, sur le podium d'arrivée avec la coupe et tout, il était avec sa combi et un mocassin. Donc, il y a eu quelques photos qui sont restées. Donc, voilà, c'était assez drôle. On a eu quelques anecdotes comme ça. Mais voilà, après, il y a toujours plein d'anecdotes. On va pas toutes les raconter, mais il y a beaucoup d'anecdotes. Et voilà, c'est ce qui fait le charme du rallye. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, si on parle un peu de tout ce que j'ai vécu, c'est le rallye Charlemagne dans le Nord, où il y a Sébastien Loeb qui a roulé il y a 2 ans. Et là, d'avoir vécu le rallye avec lui, parce qu'on était dans la course, c'était un moment magique à vivre. Ouais. C'était un moment magique et c'est même pas une anecdote, mais pouvoir faire un rallye avec Sébastien Loeb, c'est quand même assez rare, et le côtoyer, de pouvoir discuter et tout, donc c'était chouette. Même de faire des podiums, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu la chance de pouvoir faire ça à un niveau amateur en France, c'est génial. Ça c'est vraiment top. Et comment tu vois le rallye amateur on va élargir un peu les 10-20 prochaines années? Le rallye amateur, comme on disait tout à l'heure, c'est de plus en plus cher. Donc, amateur, le sens amateur a un peu perdu de son sens primaire, puisque on voit bien sur les structures qu'il y a, il y a des belles structures, les structures coûtent cher, hein, les camions, motorhomes, ça coûte vraiment cher. Donc le mot amateur, le pur amateur, ça devient compliqué. Il y a encore des purs amateurs, mais l'argent fait que ça devient de plus en plus professionnel. Et le prix d'une Rallye 2, voilà, après il y a des petites voitures, etc. Il y a toujours des purs amateurs, comme nous, on est des amateurs, mais ça nous coûte des sous. Il y a des purs amateurs, je pense à certains pilotes, même de Normandie, qui sont vraiment, que je connais toujours, qui sont des purs amateurs, etc. Dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, comment ça va évoluer tout ça? Voilà, il ne faut pas que les coûts augmentent encore de façon exponentielle, parce que sinon, ces gens-là, ça va devenir très compliqué. Parce que l'essence même du rallye, c'est l'amateurisme. Il n'y a que des amateurs. Il n'y a que des amateurs. Le rallye est constitué d'amateurs. Il y a des professionnels, on les compte sur les doigts d'une main en France. En championnat de France, très peu, quasiment pas. Et en championnat du monde, voilà. Mais le reste, c'est 99,9% d'amateurs. Donc il faut faire attention que les amateurs puissent toujours courir. C'est un sport d'amateur, c'est un sport populaire, gratuit, fait par des amateurs. C'est quand même un truc incroyable dans notre monde actuel. Il faut le préserver, il faut faire attention. Dans 10, 15, 20 ans, j'ai aucune idée de ce que ça va devenir, mais il faut essayer de le préserver, ça. Même quand on voit des rallyes, notamment l'Europe centrale, on en parlait tout à l'heure, qui est payant par les spectateurs, c'est soit un pass à la journée ou même payé à la spéciale, c'est lunaire, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ce rallye-là, ils le font payer, après un Monte Carlo qui est mythique, c'est gratuit. Alors en Belgique, c'est payant depuis des années, alors ça se passe très bien en plus, parce que les gens sont respectueux, ils payent un forfait pour avoir accès au spécial, ils ont un pack, etc. Voilà, après, je pense que c'est une spécificité à la Belgique. C'est peut-être aussi marketing finalement. Ouais, après, bon, cela étant, quand vous allez faire en Belgique, vous voyez le marketing, l'envergure que ça prend, il y a des moyens, c'est ça que je veux dire, il y a des moyens. Donc, moi j'ai toujours été bluffé par les rallyes belges. Vous arrivez, la ville vit pour le rallye, vous avez le podium une semaine avant qui est déjà installé dans le cœur de ville, les commerces jouent le jeu, donc il y a une émulation et donc il y a un aspect financier qui rentre en compte. Aujourd'hui, nous, on a un peu plus de mal, comme les rallyes sont gratuits chez nous, il y a un peu moins de moyens, moins de partenaires, donc du coup c'est un peu plus... S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, et malheureusement le rallye ne peut pas créer des animations autour de son rallye, faire un truc vraiment travaillé, spectacle, avec des spectacles, etc. Donc
c'est assez l'ambiguïté entre l'essence même du rallye qui est amateur et qui est gratuit, qui est un spectacle gratuit, et en même temps la nécessité d'avoir un budget, les budgets qui augmentent. Je connais bien les organisateurs du rallye de Fleury par exemple, le budget il augmente, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que les normes augmentent, est-ce que les demandes des autorités augmentent, les assurances, tout coûte plus cher. Donc il faut trouver de l'argent. Donc il y a un moment, l'équation n'est pas. Trouver des partenaires, c'est pas évident. La voiture n'a pas forcément une image toujours très bonne vis-à-vis des entreprises, etc., des chiffres, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Enfin, une image médiatique contre tout ça, mais donc c'est pas évident. Et les organisateurs, c'est vrai qu'il faut tirer notre coup de chapeau parce que c'est un sacré d'organiser, c'est quand même quelque chose. C'est prenant, par rapport à ta question, le sport amateur, comment il va évoluer dans les 15-20 ans qui viennent, j'espère bien, mais il y a du boulot pour essayer de maintenir ça en l'état actuel. Okay. Et est-ce que tu aurais une manche de WRC à essayer? Parce que tu n'as jamais vu en mondial, c'est une volonté de ta part ou c'est juste des opportunités qui ne se sont pas faites ou... Surtout les opportunités. Après, quand tu fais du championnat de France, le championnat de France, ou alors la Coupe de France, ce que j'ai toujours fait plus ou moins. C'est vrai qu'après, c'est des questions budgétaires. Effectivement, tu fais une manche de championnat du monde, à ce moment-là, tu fais que ça dans l'année où tu fais beaucoup moins de rallye. Et moi, j'ai toujours envie de rouler, donc j'ai toujours privilégié le côté de rouler plutôt que de faire un rallye en mondial. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, au moins une fois dans ma vie, faire une épreuve de mondial, la vivre, d'avoir cette expérience. Mon préparateur Thomas Breton du LAD en Europe centrale, il m'a dit on a pensé à toi avec Yann Rossel, c'est un rallye pour Eric, ça, il s'amuserait, pourquoi pas sur un rallye de ce type-là, pas un Monte Carlo parce que c'est spécifique, pour moi ça demanderait un peu de préparation, enfin beaucoup de préparation d'ailleurs, c'est pas un rallye où on peut dans des conditions particulières se faire vraiment plaisir, je m'imagine que la première fois ça va être un peu compliqué, plutôt en Europe centrale, un rallye comme ça. D'Alsace, j'aurais bien aimé le faire, je l'avais fait en doublure, mais j'aurais bien aimé le faire en mondial, parce que c'était quand même un truc incroyable. Après, non, mais pourquoi pas, mais pour l'instant, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire une fois dans ma vie, mondial. À l'avenir, essayer. Ouais, j'essaie. Et quel serait pour toi le rallye parfait? Le rallye parfait, les rallyes en France, ils sont parfait. On a tout type de profil, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que la France, par ses différents territoires, on a de la montagne, on a de la plaine, on a tout type de terrain, on a un terrain de rallye quand même extraordinaire. Donc le rallye parfait, j'aurais tendance à dire, je mettrais le rallye vraiment parfait. Si c'est un rallye qui existe déjà, je dirais aller le rallye du Mont Blanc, parce qu'il y a les paysages, la région que tu traverses est magnifique. Il y a ça aussi, parce que le rallye, c'est aussi découvrir des paysages, des régions, c'est ça qui est génial, même de la gastronomie. Et ça, il ne faut pas le perdre, ça, c'est par rapport à la question d'amateurisme. On a ce côté-là aussi. Donc, je dirais que le Mont Blanc est quand même un truc extraordinaire à faire. En tout cas, si on parle de la France. Voilà. Après, voilà, ce rallye-là est vraiment un rallye génial à faire. Et quel type de conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut débuter, qui souhaite débuter en rallye? Faut vraiment s'accrocher, se battre, et puis déjà d'acheter son ticket pour aller jeune, parce que ça, je pense que c'est le truc à faire en numéro 1. Puis après, il y a le FRC6 dont on a évoqué, qui va permettre à des jeunes de pouvoir rouler à moindre coût. Il faudra quand même un peu de partenaires, mais ça reste ouvert. Il y a un plus grand large de personnes. Après, puis bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent sur des simulateurs. Moi, ce que je n'ai pas du tout fait. Et aujourd'hui, je vois avec le petit Quentin Vialat, qui était sur simulateur avant. On voit comment il pilote. Donc, visiblement, avec l'évolution des technologies des jeux, ça doit être utile. Donc, voilà, il faut. Mais bon, c'est la passion qui va amener ces jeunes à arriver ou y arriver ou pas y arriver. C'est ça, mais il y a quand même aujourd'hui toutes les possibilités pour y arriver, pour essayer de réussir. Et du coup, sa dernière question,
tu te dirais quoi à toi-même, enfant? J'ai fait un peu bateau, mais crois en tes rêves, vas-y, lance-toi, même si tu sais pas ce qui se passera, si tu en feras longtemps, mais fais au moins un rallye et puis tu verras si ça te plaît, il faut essayer. Et ce que j'ai fait. Voilà. Essayer d'être curieux. Voilà. Et curieux, aller vers les autres, surtout. Parce que moi, ce que j'ai fait les premières années, comme je connaissais pas grand-chose de rallye d'intérieur, pour rallye d'intérieur, j'ai écouté les autres. Je parlais peu, mais j'ai écouté tous les pilotes en 106. Je regardais les chronos, j'en prenais et tout, mais à chaque fois j'écoutais, j'essayais de progresser, écouter, aller vers les autres, prendre des conseils, ne pas hésiter à aller voir les anciens et leur demander des conseils. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Dylan. Merci à vous. Merci à tous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Eric et surtout joyeux anniversaire. J'ai oublié de te dire, c'était hier. Et puis au plaisir de te recroiser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, le partager avec vos amis. Et puis si vous avez un souhait de pilote comme Eric pour raconter ses aventures, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je tâcherai de réaliser ce souhait. Voilà, merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Super, c'était chouette.